Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour, du lundi au vendredi à 17h pour la grande édition, si vous nous suivez en direct, en replay bien sûr chaque soir sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées et le supplément du lundi à 13h30 en direct et bien sûr à retrouver en replay ou en podcast également. Pour évoquer les enjeux techniques de marché, ce sera le plan de trading de Smart Bourse dans un instant avec Alexandre Baradez d'IG après une semaine qui aura été encore une semaine de rallye généralisé sur l'obligataire, sur les indices actions. Après le DAX, c'est le CAC 40 qui a rejoint et qui a marqué même de nouveaux sommets historiques au cours des dernières séances. Le Dow Jones également a connu une progression verticale ces dernières semaines. Nous reviendrons donc sur cette situation de marché qui a été générée en partie quand même, il faut le rappeler, par le discours de Jérôme Powell mercredi dernier à l'issue de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. C'est ce qu'on appelle le pivot de la Fed désormais, en tout cas suivant la communication qu'a pu avoir Jérôme Powell. On a vu d'autres membres du FOMC, de la Banque centrale américaine, prendre la parole au cours des dernières heures et des derniers jours pour tenter de repousser un peu les anticipations de baisse de taux qui sont désormais inscrites dans le marché pour 2024. Un exercice difficile avec des marchés qui restent convaincus que oui, le pivot de la Fed est bien enclenché et derrière la Fed, il y aura la BCE, la Banque d'Angleterre et les autres. Le point d'interrogation qui reste peut-être, c'est celui de la Banque du Japon qui tient en ce moment une réunion de 2 jours avec une décision attendue demain soir. A priori, je dis bien a priori, pas de surprise. Le marché attend encore un statu quo de la part de la Banque du Japon pour ce meeting de fin d'année, mais les jeux sont très ouverts au Japon pour le début d'année prochaine. Dans la série des statistiques de la semaine, au-delà de la Banque du Japon, nous suivrons en fin de semaine, vendredi, le chiffre clé peut-être avec le Core PCE du mois de novembre, l'indice privilégié par la Réserve fédérale américaine pour mesurer les pressions inflationnistes dans l'économie américaine. Ce chiffre sera publié donc vendredi à 14h30. Votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Chaque lundi à 13h30 en direct dans Smart Bourse sur Bismart, nous retrouvons Alexandre Baradez, le plan de trading de Smart Bourse, chef analyste chez IG. Bonjour et bienvenue Alexandre. Bonjour Yvoire. Merci d'être avec nous. Commentaire général, on reviendra en détail sur la séquence Banque Centrale avec notre invité suivant, François Cabot, qui est à nos côtés en plateau également, économiste senior zone euro chez AXA IM. Mais Alexandre, un mot effectivement quand même. Les chiens à bois, la caravane passe. C'est-à-dire que, quoi que disent les banquiers centraux après ce qui a été déclaré par Jérôme Powell mercredi dernier, plus rien d'impact sur les marchés. En tout cas, c'est l'impression qu'on a. C'est vraiment ça. Le capitaine a parlé et le marché donc est convaincu que puisqu'il l'a dit, ce sera ainsi. Et c'est vrai qu'on surveillait les premiers éléments qu'on surveillait après Powell, c'est est-ce que finalement les autres speakers, les speakers suivants après cette période de blackout, allaient abonder dans ce sens-là et même étayer les propos de Jérôme Powell ou pas. Et c'est vrai qu'on a quand même eu des propos, même venant de l'aile la plus colombe de la Fed, je pense à Bostic notamment, lui parle de 2 baisses de taux et plutôt second semestre, alors que les anticipations de la Fed, c'est 3 baisses qui sont déjà elles-mêmes largement en dessous des anticipations de marché qui sont d'à peu près 6 baisses de taux et dès le mois de mars. Donc il y a effectivement à la fois des éléments de première baisse de taux qui ne sont pas calés entre les discours de la Fed et le marché et puis la quantité le volume global de baisse de taux sur l'ensemble de l'année et pour autant, vous l'avez dit, le chien à bois, la caravane passe. C'est-à-dire que le marché est absolument perturbable dans ce schéma-là au point que les multiples de valorisation, si on regarde un petit peu finalement la cherté du marché, est-ce qu'il est cher, pas cher par rapport aux repères historiques. Le SP500 aujourd'hui, on peut forward, donc les anticipations de bénéfices, on revient dans des zones un peu de la 19, c'est-à-dire qu'on est au-dessus de la moyenne 10 ans, au-dessus de la moyenne 5 ans, et on revient dans la zone qui était considérée comme un début de zone de cherté post-Covid. C'est à partir de là, de cette zone 19,5 presque 20, qu'on est passé dans la partie chère. Donc on arrive à revenir dans des zones de cherté. Certes, l'obligataire y contribue, mais on a l'impression que pour le marché, ça y contribue presque autant que lorsque l'on était dans des phases de baisse de taux à zéro avec un quantitative easing pleine balle. Donc, ça soulève comme des questions par rapport à la cherté relative par rapport au taux, dans un contexte aussi où les analystes de marché, les analystes d'entreprise aux États-Unis, fin septembre, ils estimaient que les résultats du T4, ça va être plus 8% pour les bénéfices. Et octobre, novembre, ça a été dégradé. Désormais, on
table sur un peu plus de 2% de rebond des bénéfices en year-to-year au T4. Donc, si effectivement la Fed est vraiment en train de pivoter, parce que Jean-Paul craint l'aspect un peu récessif et change de ton, est-ce qu'à un moment donné, cet aspect un peu macro et donc micro aussi, qu'on commence à voir réajuster dans les anticipations de bénéfices, il y a toujours une progression attendue, mais un peu moins forte. Est-ce que ça ne doit pas un peu caper du coup ce mouvement-là et du coup éviter que cette cherté ne se prolonge, parce que les taux, oui, sont beaucoup étendus, plus de 100 points de base, mais ils sont quand même toujours, les taux courts, c'est toujours du 4% et quelques. Hein, donc, c'est pas non plus, on n'a pas un pivot où on bascule à nouveau sur un schéma archi-dovish ou autre. C'est 3 baisses de taux, même pricées par la Fed. Je rappelle que, pour ceux qui l'ont oublié, qu'en 2022, elle montait ses taux à coût de 75 points de base par réunion. Là, c'est ce qu'on anticipe comme l'ensemble des baisses de toute l'année prochaine. Donc voilà, il y a peut-être un juste milieu, un petit peu de nuance qui, moi, ne me ferait pas de mal par rapport au marché, qu'on essaie d'apporter, mais le marché est vraiment radical dans ses mouvements et c'est dur d'aller contre. Ouais, c'est ça, parce que la question, c'est ce qu'on observe là. Est-ce que c'est plus probablement l'exagération d'une fin de mouvement de marché, ou est-ce que ça peut être le début, partant de sommet historique, d'un nouveau mouvement de marché? Quand je dis mouvement, c'est quelque chose de long, avec de l'amplitude devant nous pour des mois, des trimestres, peut-être. Oui. Alors, moi, je pense quand même que tout dépend de l'échelle de temps qu'on prend, mais je pense quand même que c'est une rupture. C'est-à-dire que ce mouvement qu'on observe depuis un mois et demi, ça fait partie du scénario qu'on avait en décrivant le Covid comme l'épicentre. Un choc massif, exagération post-Covid qu'on corrige beaucoup en 2022, réexagération post-réouverture Chine qu'on corrige encore un petit peu pendant quelques mois, et on se stabilise. Sauf que moi, je le voyais et je le vois toujours comme une phase intermédiaire avant réellement le prochain bull market. Mais je pense que c'est quand même la première vague un petit peu du prochain rallye. Mais par contre, je serais surpris, par exemple, que nous ayons une cadence comme celle qu'on a observée 2017, 2018. Vous voyez, cette phase vraiment haussière où le marché ne respirait quasiment pas, où il a fallu attendre un stress en 2018 pour que le marché corrige. Je suis moins certain qu'on ait affaire à ça par rapport à ce qu'on va nous dire sur l'aspect taux, l'aspect inflation qui persiste quand même, etc. Il y a quand même des challenges qui ne sont pas résolus à ce stade. Ce qui est dingue, c'est que le mouvement qu'on vit, on le vit à peu près à la même époque qu'il y a un peu plus d'un an. Maintenant, un an, c'était fin septembre 2022, le déclenchement du rallye européen notamment, où on avait repris 30%, mais partant de niveaux de décote, de valorisation et de niveau de prix qui n'étaient pas du tout ceux qu'on connaît aujourd'hui. C'est ça, il y a un des risques que l'on a, et c'était pointé, alors c'est une attaque qui était très frontale, l'ancienne patronne de la FDIC, donc, qui est l'agence qui supervise la partie des dépôts bancaires aux États-Unis. Elle était en poste à l'époque de la crise des subprimes, et là, elle a attaqué Powell frontalement en qualifiant ses propos d'irresponsablement accommodants, capable de déclencher une vague d'exubérance irrationnelle, pour reprendre ces termes. Et elle estime qu'effectivement, il doit plutôt apprivoiser le marché et ne pas aller dans son sens. Donc, on sent quand même que c'est une position qui est pas simple. Et est-ce que Powell a finalement fait plus blanc que blanc, c'est dur à dire. Justement, un seul élément moi, qui me perturbe un petit peu, c'est que autant pendant un mois et demi, on a eu de la macro américaine qui a déçu, et c'est ça qui a déclenché la détente de l'obligataire à la première partie du rallye. Sauf que depuis 10-15 jours, on a des choses qui sont un peu plus résilientes à nouveau. L'emploi, l'ISM service, les ventes au détail, par exemple. Et on voit que la Fed Atlanta a relevé sa prévision de croissance de 1,2 à 2,6, 2,7 quasiment. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas cette résilience qui ne devrait pas apparaître un peu sur les taux, du coup, un petit peu de rebond un peu sur les taux, et du coup des marchés actions qui consolideraient. Bon, alors pour illustrer effectivement la danse des marchés, vous nous avez amené le graphique du Dow Jones qui montre bien là aussi cet aspect un peu vertical de la hausse qu'on connaît depuis 2 mois maintenant. Oui, alors c'est vrai que là j'essaie d'avoir une approche presque quasiment que graphique là, parce que la macro on en parle un petit peu. Le Dow, si on regarde le pattern presque sur un an, en fait, on a eu un gros canal de consolidation qui était très sain d'ailleurs. Sommet 2022, on corrige, un beau canal. Graphiquement, ce genre de pattern, quand on en sort par le haut, vous projetez la hauteur du canal, donc ça donne un objectif qui est la zone des 40 000 points. Donc, si on a le scénario 2017-2018 et ce rallye, on va à 40 000 dans la phase actuelle. Moi, je verrais d'abord de manière plus saine et pour dégonfler un peu ces multiples sans les écraser. Revenir un peu dans le canal d'abord. C'est une espèce de fausse sortie, on va un peu vite, on voit que certains membres de la Fed font un peu le service après-vente, essaient de repousser un peu les anticipations de marché. Donc moi je verrais bien quelque chose qui correspondrait bien aux questions de valo, aux questions de rhétorique, réintégrer un peu ce canal pendant quelques semaines, voire quelques mois, et seulement après en sortir quand il y aura un pivot effectif, quand on a 3-4 mois de chiffre d'inflation supplémentaire qui viennent conforter ce niveau de la Fed à ce moment-là. Donc je dirais que si on est sur une phase de grosse
poussé et un peu euphorique, c'est 40 000. L'aspect plus nuancé, que j'espère voir arriver, ce serait plutôt la consolidation, donc de réintégration de ce canal et rester quelque temps entre 33 et 37 000. Voilà. Mais graphiquement, c'est sûr que de se dire actuellement on joue une réintégration ou autre, il y a un train qui est parti. On ne peut pas dire on laisse partir non plus si on a une vision un peu moyen terme des choses. Il faut quand même considérer que le CAC, le DAX ou autres sont en train de partir pour quelque chose. C'est une vision plus court terme, market timing, ce qui est toujours plus dur. Est-ce qu'il faut se précipiter, courir à 37 000 dans le marché ou 37 500? Je suis un peu moins sûr. Je serais plus confortable avec un retour dans le canal, quoi. Si on regarde à l'inverse des marchés actions développés, des marchés qui n'ont pas fait grand-chose, voire qui ont souffert encore cette année, ce sont les marchés émergents. Est-ce que l'idée d'un pivot, alors au-delà de la discussion sur le timing, le quantum, l'ampleur du pivot de la Fed, est-ce que ça apporte quand même un peu de soulagement peut-être pour ces actifs-là émergents? Oui, et d'ailleurs ça conforte, c'est un peu comme pour les small caps américains. Finalement, on attendait un peu ce top départ de la fin du mouvement vraiment dans le dur. L'épée de Damoclès qui s'enlève. Exactement. Donc on sent bien que le plafond sur les taux, etc., c'est ce qu'il fallait pour que ça reparte. Donc le MSCI, il n'est pas dépendant que du dollar et des taux, mais il est quand même dépendant du dollar et des taux. Il y a une énorme pondération de la Chine, évidemment, là-dedans, donc il continue de peser, alors que d'autres pays auraient pu contribuer beaucoup plus fortement selon les pondérations. Mais on a quand même ce sentiment, vous voyez, même graphiquement, quand vous dézoomez ça sur une quinzaine d'années, il y a d'énormes zones techniques, vraiment une convergence. Et d'ailleurs, on voit que c'est cette convergence qui a aussi fait qu'il y a des questions de multiples aussi, de politique, de la Chine, etc. Mais tout converge. C'est-à-dire que le stress de la Chine vient déboucher sur cette phase de chute, le stress, le mouvement erratique de la Chine, la Russie, etc. Et qu'on est supporté par une zone technique. Dans un environnement où les taux se détendent, le dollar se détend, où la Chine fait de la relance très progressive, mais fait quand même de la relance. Semaine dernière, plus grosse injection de liquidité sur des prêts à 12 mois aux banques. Donc ça se cumule. C'est pas le bazooka, mais tous les mois, on a droit à quelque chose et ça stabilise un peu le marché. Les PMI d'activité se redressent un tout petit peu en Chine. La balance commerciale est un petit peu meilleure sur la partie exportation. Donc, quand même ce sentiment que le bottom est bien là, sachant qu'il n'y a pas que la Chine, mais si en plus la Chine commence à se stabiliser un peu, je pense que ça reste, on le disait déjà il y a quelques mois de ça, mais je continue de penser que c'est une bonne zone pour rentrer, progressivement, mais c'est une zone support. Voilà, pour moi, je vois vraiment une zone support plutôt qu'une zone à risque en dessous de laquelle on passerait. Bon, on verra effectivement, mais ça fait partie des options peut-être intéressantes. Vous citiez les small caps, ces classes d'actifs ou ces segments de marché sont peut-être des options intéressantes pour 2024 et sortir un peu du magnifique marché américain, des 7 magnifiques, etc., qui ont été quand même encore les stars. Le Nasdaq prend quoi, 40% cette année, c'est ça, hein, voilà. Bon, et puis les devises, là aussi, effectivement, du coup, des mouvements de devises quand même qui se raniment un petit peu. On a vu la détente du dollar qui se retrouve sur plusieurs grandes parités face au yen, face au sterling, face à l'euro également, Alexandre. Oui, c'est ça. Alors, c'est un mouvement qu'on a bien vu arriver en 0,5. On disait c'est plutôt un support qu'à jouer en cassure. Donc, il faut plutôt jouer l'achat à 0,5 et ça a plutôt bien payé. Mais pour être honnête, ça a payé un peu plus vite qu'on ne le pensait. La manière qu'on a un peu sous-estimé le rallye, on pensait voir ça sur l'eurodoll, mais peut-être un bottom, une façon de repartir un peu plus lente dans cette optique que les taux allaient bien baisser, mais peut-être à horizon plus moyen terme quand même. Donc, ça paye, mais un peu par chance, il faut quand même le dire, mais ça paye bien. Le mouvement suivant, je ne vois pas vraiment de raison comme on le disait à l'époque, de rebasculer vers la parité ou en dessous. La seule chose qui pourrait faire ça, c'est si effectivement, c'est peut-être un risque, mais que la BCE tire des cartouches avant que la Fed ne le fasse, mais j'ai du mal à croire qu'il n'y ait quand même pas un peu de synchro à un moment donné, parce que l'économie en zone euro, à ce moment-là, le marché se dirait, l'économie est beaucoup plus dégradée, donc poids à la baisse pour l'eurodoll, la BCE bouge avant, ça impacte les niveaux de rendement, donc hop, l'euro repart un peu plus fortement à la baisse, et si en plus ça crée un peu de volatilité dans le marché action, il y aurait un peu le côté valeur refuge dollar aussi qui arriverait, donc ce serait le pire mouvement pour l'eurodoll, mais je n'ai pas l'impression que ce soit probable de voir ça dans les mois qui viennent. Donc, plutôt l'impression qu'on peut stagner un peu entre 1,05 et 1,10, mais in fine, pour un moment quand même de reprise. Si on parle de détente des taux qui peut-être un peu rapide, mais qui ensuite soit quand même bien réel, parce que l'inflation va finir par arriver à 2. Je ne vois pas de raison d'être short structurellement eurodoll, un peu de faiblesse de l'Europe, etc. toujours, mais plutôt donc collatéraliser pour ensuite repartir un peu. Et c'est pareil pour tous les cross-dollars, la livre-doll, dollar australien, dollar américain. Sentiment que le push qu'on avait en 2022 sur le dollar, c'était vraiment le moteur unique, quoi. Les taux qui montent, le dollar, c'était consensuel à mort. Là, désormais, il y a un peu plus de nuances, il y a un peu plus voilà. Donc, je pense que cette nuance, elle peut plutôt porter l'euro
par rapport au dollar, mais je ne serais pas étonné qu'on s'ennuie un peu entre 1,05 et 1,10 quelque temps encore. Il ne faut peut-être pas enterrer la consolidation trop tôt. Il est possible que ça bouge encore un petit peu latéralement. Et on le rappelle, de s'ennuyer un peu sur les grandes parités de devises pour l'économie mondiale, c'est plutôt bien. Enfin, c'est le genre de... Voilà, les niveaux comptent, mais ce qui compte aussi beaucoup, c'est la volatilité pour les agents économiques, les entreprises, les ménages, etc. Oui, donc, puis ça, cette période un peu d'années folles qu'on avait connues en 2000 avec des moments de Solforex absolument délirants, c'est un peu moins vrai depuis quelques années. Il y a des thèmes comme ça, un peu de 1 an et demi, 2 ans de temps en temps, mais c'est vrai que c'est la volatilité globale, marché d'échange, c'est pas ce qu'on a connu à une époque, il y a 15 ou 20 ans, où là c'était vraiment prêt à débrider. Merci beaucoup Alexandre, merci pour ce plan de trading, ces horizons que vous nous apportez et les enjeux techniques de marché au lendemain de l'échéance. On rappelle, vendredi dernier était la dernière échéance, l'échéance trimestrielle de cette fin d'année 2023 et des séances de trading encore à suivre quand même jusqu'au bout après le discours des banquiers centraux la semaine dernière. Alexandre Baradez, chef analyste chez IG, avec nous pour le plan de trading de Smart Bourse. C'était votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. L'autre invité qui va essayer de nous expliquer, de nous aider à comprendre ce qui s'est passé la semaine dernière du côté des banques centrales, c'est François Cabot, et je le disais, économiste senior, zone euro chez AXA IM. Bonjour et bienvenue François. Bonjour. Avant de parler de la zone euro, il faut qu'on revienne quand même sur la communication de Jérôme Powell mercredi soir à l'issue de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine. Il faut partir quand même du principe que, Jérôme Powell n'en est pas à son premier mandat. Avant d'être président de la Fed, il était déjà membre de la Fed depuis plusieurs années. On peut imaginer... Une banque centrale peut toujours se tromper dans son analyse, mais ils ont quand même des éléments d'analyse peut-être parmi les plus profonds et les plus larges de tous les acteurs de marché. Ils voient beaucoup de choses. Et donc, on peut partir de l'idée que la communication peut connaître peut-être un peu de troubles ici et là, mais qu'une communication dans son ensemble, comme on a eu mercredi dernier, est quelque chose de maîtrisé en partie, François. Est-ce qu'il y a eu une erreur peut-être historique dans la communication de Jérôme Powell la semaine dernière, ou sinon, comment comprendre cette communication qui a été dovish de bout en bout, c'est-à-dire du communiqué, du statement, des projections qui ont été faites, et tout au long de la conférence de presse. Oui, effectivement, c'est une grande question à laquelle il est compliqué d'avoir une réponse précise, définitive. Si rapidement après meeting. Je pense que les données vont parler, on aura l'occasion d'en redire un mot. Mais je pense et vous avez tout à fait raison de souligner cette capacité d'analyse et de profondeur sur le côté de la Fed, qui évidemment est vrai, à laquelle il faut tendre l'oreille. Autant sur l'aspect communication, c'est pas la première fois qu'on a quand même des zones de tâtonnement. Donc là-dessus, et d'ailleurs, rappelons-le, l'ensemble du communiqué, du statement était assez clair, assez équilibré. Et en fait, quelque part, les marchés ont choisi leur camp et ont choisi d'entendre que l'aspect dovish, qui peut-être était un peu trop dovish compte tenu de ce qui était pricé. Donc là-dessus, il y a effectivement, de notre point de vue, plutôt une erreur sur pourquoi mettre tant d'emphase sur un aspect dovish, notamment dans la partie questions-réponses, alors que finalement, ne pas revenir sur quelque chose de plus équilibré, comme l'était finalement le statement préparé. Mais dans un univers où on avait déjà un peu plus de 100 points de base de pricé, de baisse d'auto jusqu'à d'ici à la fin de l'année 2024, dans un univers où, Alexandre le rappelait très bien, les données macro tiennent bien, voire ont tendance à mieux tenir récemment. Donc il n'y a pas de nécessité d'aller s'emballer alors que les anticipations de taux anticipaient déjà des baisses de taux relativement rapidement. Et donc là-dessus, effectivement, voilà, les marchés ont pris leurs décisions, ont peut-être suivi effectivement cette trend à la baisse de rallye qui a été la leur depuis le début du mois, et ils n'ont choisi de n'écouter que ce qu'ils voulaient entendre. Alors effectivement, risque est de voir les données mieux se comporter à l'image de ce qu'on a eu ces dernières semaines, et de voir effectivement les marchés devoir prendre les portes de saloon à l'envers, entre guillemets, et devoir se rajouter à la suite de ça. Mais c'est vrai que d'un point de vue analyse, et c'est là où je pense qu'il faut vraiment revenir dessus, en termes de... le fin de la communication n'a pas été fine, si je puis le dire ainsi, mais quand même, on avait quelque chose de beaucoup plus équilibré. Ouais. Il faut se revenir à ça, et qu'au final, les dots indiquent 75 points de base de baisse de taux, un peu plus que les 50 qu'on avait en septembre. Donc le message est là, et je pense qu'on peut s'en tenir à là pour l'instant. Vous dites que les données vont parler. Qu'est-ce que les données peuvent nous dire devant nous ? C'est-à-dire...
possibilité d'avoir une meilleure résilience encore de l'économie américaine sur le front macro. Est-ce que ça veut automatiquement dire une résistance à nouveau de l'inflation dans le dernier kilomètre, avec en plus des conditions financières qui sont plus aussi dures qu'avant pour freiner l'inflation? Ou est-ce qu'on est toujours dans cette espèce de miracle un peu immaculé où on pourra continuer d'avoir une résilience économique aux États-Unis et voir peut-être sur les prochains mois, en début d'année prochaine, des effets de baisse continue de l'inflation, y compris de l'inflation peut-être la plus endogène aujourd'hui encore aux États-Unis? Mais non, absolument. C'est un vrai risque. Quitte à croire au Père Noël, allons-y jusqu'au bout. Non, mais c'est un peu la question quand même. Non, mais c'est vrai que alors sur l'aspect activité réelle, je pense qu'on continue à être surpris sur la résilience de la consommation des ménages. Et là, on l'a bien vu. Enfin, les données tombent vendredi, avec notamment aussi également le taux d'épargne, où là, on se dit que l'histoire est quand même plutôt vers la fin. Mais il n'empêche que en côté micro et macro, avec les ventes de détail de novembre, on se dit que le rapport sur la conso de vendredi devrait être plutôt bon. Avec sur Thanksgiving, on a eu plutôt des bonnes nouvelles également. Donc là-dessus, oui, la décélération importante par rapport au T3 qui a été extraordinaire, mais il n'empêche qu'on ne s'essouffle pas et on ne se dit pas il y a un vrai risque de récession qui pourrait effectivement donner lieu à des baisses de taux imminentes. Donc et dans le même temps, on va avoir peut-être de bonnes surprises sur le corps PCE qui sera publié également vendredi. Exactement. Au milieu des dépenses des ménages. Donc c'est l'autre élément. Et là, ce qui est important d'avoir vraiment en tête, c'est d'aller malheureusement chiner, on va dire, on va être obligé de faire ça. C'est-à-dire on le voit dans le rapport sur le CPI d'il y a 2 semaines, où on a vraiment une divergence de plus en plus accrue entre l'histoire sur les biens et l'histoire sur les services. Et là, je pense qu'il faut vraiment aller vraiment regarder dans le détail, parce qu'on a effectivement une désinflation importante et / globale aussi, on peut relier ça à ce qui se passe en Chine, sur les biens, et qui peut-être quelque part soutiennent l'aspect de la consommation sur les biens, parce qu'on a des baisses de prix, pas des baisses de prix, en tout cas des moins augmentations de prix que ce qu'on a eu par le passé. Même sur un an, on a des baisses sur certains biens, bien sûr. Exactement. Et par contre, sur les services hors loyer, et là, en fait, on a décéléré, et effectivement, le glissement annuel continue à décélérer, mais par contre, en séquentiel, on a eu plutôt tendance à réaccélérer et à reprendre du dynamisme là. Sur du 3 mois annualisé, 6 mois annualisé, il y a un momentum qui est toujours là sur cette partie des services. Voir dans ce corps PCI, en fait, laquelle des parties, en fait, qu'est-ce qui joue, quelle partition, on va dire, et on va vraiment devoir suivre effectivement cette partie plus endogène service. Et comme vous l'indiquez très, très justement, on va à une baisse de l'inflation totale, l'inflation sur les services qui tient, avec un marché de l'emploi qui tient également. Ça veut dire une inflation qui peut être entre guillemets un peu auto-entretenue. Et d'ailleurs, quelque part, Christine Lagarde l'indiquait dans sa réunion de jeudi. On regarde l'inflation et on regarde les marges des entreprises. Est-ce que celles-ci ne peuvent pas continuer effectivement à relativement bien se comporter avec une demande qui reste là sur des biens particuliers? Et j'allais dire, pour basculer de la Fed à la BCE, autant la communication de Powell, alors effectivement, a été dovish de A à Z et nécessite peut-être un service après-vente, autant sur sa communication, Christine Lagarde était à peu près là où on l'attendait. Peut-être même d'autant plus après la communication de Powell la veille, qu'il a obligé à être surjoué un peu le côté immobilisme, hawkish de la BCE. On n'a pas discuté de baisse de taux, etc. Bon, j'imagine bien que c'est quand même un vocable qu'ils peuvent avoir entre deux portes ou dans un couloir. La petite lueur d'espoir, quand même, c'était à la toute fin de la conférence de Christine Lagarde, où justement elle évoque le début de commencement de quelque chose d'un peu positif sur les marges des entreprises, qui pourrait quand même se dissiper à terme et effacer toute cette inflation, alors profit-led inflation, toute cette inflation qui a été générée par l'accroissement à des niveaux historiques des marges d'entreprises dans beaucoup de secteurs. Ce phénomène-là, c'est quelque chose qu'on va avoir en 2024, François ? Oui, je pense qu'effectivement, il y a une morosité économique qui s'est mise en place, qui n'est pas de courte durée, qui ça fait 1 an. On est en gros à une croissance très très zéro, en zone euro, exactement. Ouais. Et il n'y a pas de raison qu'on change fondamentalement de régime dans les prochains trimestres. Donc là-dessus, effectivement, on voit une demande relativement atone et qui certes n'a pas lieu d'anticiper une contraction, une récession, quelque chose d'un scénario vraiment noir, et qui donnerait lieu d'ailleurs à une nécessité de la BCE de baisser les taux de manière immédiate, mais qui on se dit que la partie extraordinaire de
de partage de la valeur ajoutée qui a été pro-profit et moindre vers les salariés, ce qu'on voit depuis 15-20 ans, depuis le début de la série finalement en zone euro, c'est qu'on navigue dans le cycle et on reste globalement sur une moyenne de long terme, on y revient toujours. Donc on se dit qu'effectivement, à la marge, on devrait avoir moins de marge justement des entreprises, mais cela aussi veut dire des salaires distribués qui pourraient continuer à alimenter cet élément-là. Et donc d'où la double approche tout à fait justifiée de Christine Lagarde, de dire il y a l'aspect marge qui de toute façon je pense est plutôt une histoire retardée, voilà, d'accord. Mais la vraie histoire c'est vraiment l'histoire sur les salaires. Toujours. Il reste accroché à exactement. À ce risque-là. Oui, alors il reste pour deux raisons de mon point de vue principal. Un, le mode de fonctionnement des marchés de l'emploi en zone euro font que tout ceci arrive avec du retard. Donc ils sont obligés de regarder dans le rétroviseur beaucoup plus que la Fed nous regarde dans le pare-brise, si je puis m'exprimer ainsi. On a toujours plus tendance à regarder ce qui se passe derrière parce que le marché de l'emploi met institutionnellement du temps. Et on a aussi devant nous, finalement, en tout cas depuis un an, un fonctionnement en termes d'ajustement de ce marché de l'emploi, en termes de productivité, donc de faibles produits versus un nombre de gens en emploi extrêmement élevé, enfin relativement élevé par rapport à là où on est dans le cycle. Et on se dit, voilà, est-ce qu'on est sur quelque chose de cyclique qui est en train de s'ajuster, qui va s'ajuster, aucun problème. Et donc on va avoir une productivité du travail qui repart à la hausse. C'est d'ailleurs le cas de la Banque centrale, mais elle a revu à la baisse ses prévisions. Donc elle se dit quand même, il y a peut-être quelque chose d'un peu plus structurel là. Et donc du coup, tout ça pour dire quoi ? Pour dire que quand vous avez des salaires qui restent dynamiques et une productivité qui est faible, voire plus faible que vous attendez, vous avez des coûts unitaires du travail qui augmentent. Bien sûr. Et donc du coup, on a vraiment besoin d'avoir cette validation de ce scénario-là qui va mettre du temps et on est obligé de regarder un peu derrière nous parce que c'est des données trimestrielles et malheureusement, ça arrive avec un peu de retard. À front renversé sur ces questions lourdes de productivité, de coûts unitaires du travail, ce qu'on a vu sur ces derniers trimestres aux États-Unis, c'est une explosion, une forte augmentation de la productivité et par voie de conséquence, une baisse des coûts unitaires du travail. Absolument. Est-ce que ce qu'on retient du discours de Jérôme Powell mercredi soir, est-ce que ça peut aider dans une certaine mesure à la marge la Banque Centrale Européenne pour elle aussi enclencher à un moment son pivot ? Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que ce qui va être dépendant là-dedans, et ils le disent tous les deux encore, c'est les données. C'est de se voir à quel point est-ce qu'effectivement... alors, sur le papier, oui, parce que la BCE a toujours baissé les taux, enfin, a bougé ses taux à la suite de la Fed. Donc, si la Fed commence, entre guillemets, ça ouvre la voie. Maintenant, est-ce que la Fed va effectivement faire ce que Jérôme Powell a dit qu'elle ferait à relativement court terme par la voie qu'elle a donnée au marché ? Et donc, si tout ceci se passe selon son plan à lui, très bien, parce qu'effectivement, on a des données macro d'actifs en zone euro qui sont bien plus atones et l'inflation qui elle-même est bien plus basse, on est beaucoup plus proche quelque part de la target côté de l'inflation sous-jacente en zone euro qu'elle ne l'est aux États-Unis. Maintenant, je suis pas sûr que d'avoir toute confiance dans cette prédication-là. Au vu des données et du momentum qu'on a eu sur les dernières semaines côté américain. Donc, pour l'instant, ça paraît jouer, ça paraît aider. Mais le fait d'avoir une banque centrale européenne qui communique de manière extrêmement serrée, cohérente, et là peut-être qu'il faut se le rappeler, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu depuis 18 mois en zone euro, c'est que quasiment l'ensemble des gouverneurs sont derrière Christine Lagarde. Et c'est peut-être ce qui a facilité sa communication jeudi, et peut-être ce qui est en train de partir être moins cohérent côté Fed de ce côté-là, et on attend un peu le fin mot. Je pense qu'il va falloir voir les 2 prochaines semaines pour voir un peu l'ensemble, cette cohérence qui revient ou pas. Mais c'est vrai que les données apparaissent quand même plutôt vers une baisse de taux qui pourrait s'amorcer plus rapidement en zone euro que ce que nous prévoyons, donc ce qui est juin. Mais le problème, c'est que la BCE, comme elle l'a dit très bien la semaine dernière, a besoin de regarder dans le viseur, et donc on a un délai là-dessus. Donc, on veut des preuves, on veut des évidences claires, significatives, etc. Bon, capacité à former un consensus, ça restera peut-être quand même le point fort du bilan de Christine Lagarde, qui est à mi-mandat, par rapport à un conseil des gouverneurs qui était peut-être plus divisé, fracturé sous Mario Draghi. Elle a formé ce consensus, et on l'a vu encore à travers la dernière réunion et la communication de la BCE la semaine dernière. Merci beaucoup François. François Cabot, économiste senior zone euro chez AXA IM, qui était avec nous dans cette demi-heure d'émission du lundi, de Smart Bourse à 13h30 chaque lundi, à retrouver bien sûr en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes.